Merci et bonsoir. Nous allons vous interpréter une succession d'œuvres du grand répertoire, essentiellement germanique, en allemand. Nous allons démarrer avec un immense compositeur nommé Jean-Sébastien Bach. My one and only you. One and only you. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints en cette soirée automnale. Vous avez pu sentir dans ces lieux la présence des chevaux et
la présence de l'histoire. Je voudrais d'abord remercier le quintet 5 de chœur, Sandrine Moncoudiol, Fabien Ballarin, Patrick Laviosa, Pascal Cos, Karine Séraphin, et puis vous dire que la bonne nouvelle pour ce soir, c'est que donc nous entendrons tous des voix une bonne partie de la soirée. Je remercie aussi le gouverneur militaire de Paris, Bruno Le Ray, le commissaire en chef de première classe, Frédéric Tusset-Henrès, le capitaine Blandine Saint-Jean, toutes les équipes techniques. Et je voudrais avant tout remercier mon maître Jean-Pierre Ollier qui a bâti cette fondation de Nicaire, qui ne l'a pas quitté loin de là. J'étais son vice-président, il présidait la fondation, je préside la fondation, il est mon vice-président. Ça n'est pas une stratégie militaire, mais c'est une stratégie bien connue des échecs que le rock. Alors ce soir, beaucoup de festivités. Nous allons commencer par une table ronde qui s'intéresse, et ça sera le fil conducteur de la soirée, à ce que nous pouvons faire en matière de déstigmatisation des maladies mentales. Dans la foulée, et on voit immédiatement le lien, nous remettrons les prix médias de la Fondation de Nicaire, puis les prix et bourses recherche de la Fondation de Nicaire, et enfin, nous avons le plaisir de nous retrouver autour d'un verre. Alors, on va commencer d'emblée. Cette soirée n'a pas vocation à être longue, elle a vocation à être plutôt festive. Et donc, d'emblée, j'introduis cette première partie de la soirée, cette table ronde sur la santé mentale, avec l'idée de trouver la juste voie pour parler de santé mentale. Et à cette fin, nous bénéficierons de l'aide de 3 intervenants. Daniel Messager, que je n'ai probablement pas besoin de présenter, vous pouvez nous rejoindre. Moi aussi, je vais m'installer, qui est journaliste spécialiste des questions de santé, qu'elle anime sur France Inter, notamment dans le téléphone sonne, une grande professionnelle et qui connaît, merci beaucoup, très bien les problématiques dont on va parler. Le docteur Marc Hadji, qui a cofondé une formidable aventure qui nous présentera, une chaîne YouTube, le PsyLab. Nathalie Powell, qui est responsable de la communication de la Fédération régionale de recherche en santé mentale. Voilà, quand j'ai lu mon téléphone, il me parle. Et puis, nous aurons aussi, où vous voulez, la participation de Bouclette, qui souhaite conserver l'anonymat, qui est blogueuse, un blog très chouette qui s'appelle Ta gueule Boris, et qui décrit la vie d'une patiente ayant une schizophrénie. Alors, avant de donner la parole à chacun, je vais m'asseoir avec vous, je voudrais dire quelques mots en lieu et place de Christophe André. Alors c'est très difficile parce que pour parler à la place de Christophe André, il faut avoir passé quelques années dans un ashram, ce qui malheureusement n'est pas mon cas, j'y aspire, mais ça n'est pas mon cas. Christophe André, que vous connaissez tous, qui officie dans le service dirigé par Marie-Odile Krebs et qui appartient au pôle dont je suis responsable à Sainte-Anne et qui malheureusement est souffrant. Rien de bien méchant. Et nous découvrons à l'occasion que la méditation protège de tout, mais pas des virus. Alors j'ai quelques mots rapidement parce qu'il voulait quand même vous les transmettre et donc je lui donne la parole. Chers amis, j'espère que vous êtes toutes et tous en forme. Je suis désolé de ne pouvoir me trouver à vos côtés ce soir. Je me faisais une fête de vous rencontrer, de retrouver mes maîtres et amis et de faire la connaissance de nos jeunes confrères. Mes poumons en ont décidé autrement. Et pourtant, je voulais vous parler de l'optimisme qui est le mien quant à notre discipline. Notre image change. Elle a toujours été difficile, mais elle change. Une petite anecdote.
quant à ces changements. Un jour, au SHU, notre service à Sainte-Anne, je venais de terminer ma dernière consultation et de saluer mon patient, un anxieux plein d'humour, association fréquente, quand celui-ci, hésitant devant le couloir désert et toutes les portes closes, me demanda non pas où est la sortie, mais y a-t-il une sortie ? Avant d'éclater de rire devant mon air désolé. Le cliché de la consultation en psychiatrie qui mène à l'enfermement, qui n'était plus chez lui un objet de peur, chez cet anxieux, mais d'humour. Nous étions perçus comme les moins scientifiques des médecins. Biologie et neuroimagerie sont en train de nous faire rattraper notre retard. Nous étions perçus comme les moins humains des médecins. Toute notre génération s'emploie, grâce à nos interventions dans les médias, à montrer qu'il n'en est rien, que nous sommes bienveillants et pédagogues. Je vous souhaite une belle et heureuse soirée depuis le fond de mon lit et vous adresse toutes mes amitiés. Alors, d'emblée, je vais interroger mon confrère, le docteur Marcaggi, et je vais lui poser la question que bien souvent nous nous posons. Une anecdote d'ailleurs sur ce point, c'est l'image du psychiatre, parce que si les patients sont stigmatisés, les psychiatres aussi. Et j'ai le souvenir d'un ami choisissant la psychiatrie à l'internat, devenu un fameux pédopsychiatre d'ailleurs, et dont le père avait dit « mais pourtant tu avais fait médecine ». Et alors je vais passer la parole au docteur Marcaggi. Geoffrey, j'aimerais bien que vous-même, vous nous disiez ce que vous générez en parlant de vous comme psychiatre. Quelle réaction, quel regard ? Christophe et moi, on a l'impression qu'on a une communauté plutôt bienveillante, c'est-à-dire les gens qui nous regardent sur YouTube et qui nous laissent des commentaires. Les gens qui commentent sont toujours une minorité, et donc il y a une majorité invisible, on ne sait pas ce qu'elle pense, mais on a une communauté qui est très bienveillante et qui est plutôt qui nous fait part très régulièrement de leur étonnement, puisqu'ils s'attendent effectivement à voir. Vous connaissez les fantasmes qui concernent les psychiatres. On est soit d'anciens nazis qui ont émigré en Argentine et peut-être revenus en Europe, ou alors des cannibales qui mangent leurs patients. Donc on a l'impression que c'est plutôt mission accomplie de ce point de vue-là. On montre qu'on est des humains comme les autres qui aiment regarder des films et des séries et qui aiment parler de notre spécialité. Et vous, Anne Pauwels, qu'est-ce que vous pouvez entendre des étudiants en journalisme auxquels vous essayez de transmettre ces questions ? Souvent, il y a un intérêt manifeste de la part des étudiants qui justement vont découvrir tout un champ assez obscur. Donc vraiment, il y a un intérêt. Et d'ailleurs, quand on intervient dans les écoles de journalisme, on leur propose spontanément des immersions. Une immersion dans un service de psychiatrie. Et alors, je ne dis pas qu'il y a la promo complète qui vient, et fort heureusement, mais on va avoir 5-6 étudiants qui vont participer. Et pour vous dire l'intérêt, c'est qu'ils viennent sur leur temps de congé. Donc, voilà. Par contre, quand ils sont dans une rédaction et que là, il s'agit de traiter d'une question d'un article sur la maladie mentale, là c'est beaucoup plus compliqué. On va retrouver plutôt des réponses du type je vais essayer de vendre le sujet, mais c'est pas gagné. Donc voilà. Est-ce que c'est une question? Je me dis effectivement, il y a peut-être un intérêt de la part des journalistes, mais ensuite, est-ce qu'il y a un intérêt de la part du lecteur? C'est en anticipant l'intérêt du lecteur que vos interlocuteurs se refroidissent. Alors. Tout à fait. Et de la part de la rédaction également, mais peut-être que Madame Messager pourra essayer effectivement répondre, mais est-ce que la rédaction est intéressée par ce genre de sujet? Comment une rédaction réagit à ces questions de maladie mentale? C'est du côté de la rédaction que Alors, c'est vous intéressant anticipez... ce que vous avez dit, effectivement, parce que je crois qu'il y a à la fois l'aspect peur,
c'est effectivement un sujet qui peut paraître anxiogène. En particulier, ma directrice n'est pas encore arrivée, non, donc je peux le dire, en particulier auprès des gens qui sont en haut de la chaîne et qui ne connaissent pas forcément ces sujets, qui n'ont pas vraiment d'informations sur ce sujet, et pour qui les sujets de santé mentale, effectivement, paraissent très anxiogènes. Et en contrepartie, une espèce de fascination aussi, une fascination pour ces sujets, cette espèce de monde étrange, obscur, dont on ne sait pas tout, dont les gens ont des comportements qu'on n'arrive pas forcément à expliquer de façon très rationnelle. C'est une espèce d'attirance, de fascination. Donc, dans les rédactions, on est confronté à ces deux aspects-là. Et quand on doit traiter un sujet, ce qui est important, c'est de faire comprendre que, d'abord, ce n'est pas un sujet anxiogène, il s'agit d'une maladie. On est bien là pour parler de santé mentale. Si on parle de santé mentale, c'est qu'il y a maladie mentale. Et que la maladie mentale, eh bien, c'est une maladie comme les autres, qui doit être diagnostiquée, qui doit être traitée, qui doit être accompagnée. Et quand on remplit tous ces critères-là, nous, journalistes, notre rôle, c'est d'informer sur cette maladie. On ne doit pas parler de la maladie mentale comme quelque chose qui fait peur, mais comme d'une maladie comme une autre, dont on va décrire les diagnostics, dont on va parler des traitements. Quand il apparaît un nouveau traitement sur la schizophrénie ou sur les maladies bipolaires, on doit en parler comme on parlerait d'un autre traitement. Et puis la maladie mentale, c'est pas contagieux. C'est ça aussi qu'il faut expliquer à nos rédactions, qu'on ne va pas être atteint d'une maladie mentale parce qu'on va côtoyer des malades mentaux. Et je pense qu'il est important d'insister sur l'information. C'est notre métier d'informer. Hélène Cardin, qui est dans la salle, là, avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années, on a fait une fois, il y a quelques années, à Sainte-Anne, toute une matinale. Et quand toute une matinale se déplace, il y a beaucoup de gens. Il y a les présentateurs vedettes, et puis il y a les techniciens, et puis il y a les assistants. Et tous ces gens-là, ils avaient un peu peur de venir à Sainte-Anne. On va chez les fous. Et puis quand ils sont arrivés, qu'ils ont parlé avec les gens, qu'ils ont vu comment ça se passait dans les services, qu'ils ont côtoyé les personnes, ils en sont revenus avec une autre idée de la santé mentale. Donc voilà, informer, montrer, décrire ce qui se passe. C'est comme ça, je pense, qu'on peut faire avancer les idées sur la santé mentale. Vous savez, dans les rédactions, il y a une plaisanterie qu'on fait souvent dans notre rédaction. Parmi les journalistes, il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu... comment on va dire, à force d'être stressés, ils ont des comportements un peu curieux parfois. Et souvent, on se disait, nous, il y a un studio entier qu'on pourrait réserver aux journalistes qui sont un petit peu particuliers. Et Monsieur Ollier, je ne sais pas s'il est là, s'il est encore arrivé, on lui disait, mais Jean-Pierre, on pourrait vous envoyer des services entiers, nous, de journalistes chez vous pour remplir vos services. Voilà, c'est un peu une plaisanterie entre nous. Mais c'est pour dire que la maladie mentale, d'abord, elle peut toucher chacun de nous. Et puis, notre rôle, c'est d'en parler comme d'une maladie au quotidien. Et si la réticence vient de l'anticipation d'une réaction négative du lectorat ou de l'auditoire d'une émission, si j'ai bien compris, depuis la rédaction, est-ce qu'il y a moyen de passer au travers? Et là, c'est une question à Geoffroy. Comment pensez-vous que le média que vous utilisez, YouTube, peut s'adresser directement à tous dans un rapport qui est beaucoup plus direct? Comment avez-vous eu cette idée de vous adresser comme ça directement à tous? Comment est né ce projet? Est-ce que vous avez craint des réactions négatives? Est-ce que dans votre propre exercice de psychiatre, vous êtes demandé quel effet ça aurait dans la perception de vos patients, par exemple? Le projet est né, c'était mon idée. Chris n'est pas là, donc je peux me permettre de tirer les couvertures sur moi. C'était mon idée parce que j'étais déjà moi-même un grand consommateur de vidéos sur YouTube et je savais qu'on n'y trouvait pas que des chats et des gens qui se cassent la gueule en skate. Il y a une grande culture de la vulgarisation scientifique sur YouTube, que ce soit en langue anglaise ou on a beaucoup de chance, il y a une grande culture francophone de la vulgarisation scientifique. Peu de médecins, mais il y en a quelques-uns. On a des confrères, un cardiologue et un chirurgien qui ont leur chaîne YouTube qui parlent de médecine. Jusqu'à présent, je pense qu'on est les seuls psychiatres. Donc moi, je savais déjà que c'était un média intéressant. L'idée, c'était pas de refuser d'aller à la radio ou à la télé. C'était d'aller sur ce média qui permet une liberté très importante.
Les seules contingences sont celles qu'on s'impose soi-même sur ce média-là. Du coup, c'est venu assez naturellement, sans vouloir forcément se substituer à l'un ou à l'autre. Enfin, et concernant les conséquences, elles n'ont été que positives jusqu'à présent de mes patients qui ont découvert, puisque je ne m'affiche pas non plus comme youtubeur auprès de mes patients, qui le découvrent soit fortuitement, soit parce qu'une infirmière a cafeté. Les conséquences ont toujours été positives, parfois même sur le plan psychothérapeutique. Une anecdote très, très courte. J'ai en tête le cas d'une patiente qui a regardé notre vidéo sur le PTSD et a relu un événement de son enfance à la lumière de ce qu'elle avait vu et est venue à la consultation suivante en me disant je crois que c'était un événement traumatique. Et on a pu l'aborder, et on a pu en discuter et ça a fait partie du suivi. Donc ça, c'est un exemple très précis. Il n'y en a pas des centaines. Globalement, les gens trouvent ça plutôt rigolo. Aucun n'a interrompu son suivi avec moi pour cette raison. Je propose qu'on regarde, si c'est possible, quelques extraits du Psylab et qu'on poursuive notre échange après ces extraits. How's it feel to have a wacko for a son? It feels wonderful. Salut les psychonautes. Personne n'est schizophrène. Drôle de titre venant de la part de psychiatres. On n'est pas schizophrène, on souffre de schizophrénie. Et c'est le premier message qu'on veut vous faire passer vis-à-vis de cette drôle de maladie. D'ailleurs, pour y voir plus clair sur cette pathologie, on vous a proposé une chronique un peu particulière, l'interview d'une des plus belles ordures qui soit, la schizophrénie en personne. Merci, bel accueil, belle introduction, pas de faux semblants, pas de second degré, j'aime ça. What's wrong with death, sir? What are we so mortally afraid of? Why can't we treat death with a certain amount of humanity and dignity and decency and, God forbid, maybe even humor? Death is not the enemy, gentlemen. If we're going to fight a disease, let's fight one of the most terrible diseases of all, indifference. Salut les psychonautes, bienvenue dans cet épisode très spécial de Psychoptique consacré au suicide. Un numéro tout à fait spécial en effet, et ce à double titre. D'une part parce que nous allons aborder un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, et d'autre part parce que nous allons avoir le plaisir d'accueillir deux guests. Mais avant de commencer, nous voudrions prendre juste un petit peu de temps pour nous adresser à ceux et à celles qui nous regardent en ce moment et qui peut-être ont des idées suicidaires. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de vous faire un sermon. On souhaite simplement vous transmettre des messages qui nous semblent importants. Tout d'abord, ne faites rien aujourd'hui. Prenez votre temps. Et s'il vous plaît, regardez la vidéo jusqu'au bout. Here we go. Here comes the Prozac. Salut les psychonautes, aujourd'hui on va vous mettre une super ambiance en vous parlant d'une maladie qui touche une personne sur 20 et qui représente la première cause médicale d'incapacité dans le monde. La dépression. Ah ouais, t'as raison, ça va être super gai, hein. Maintenant qu'il a un bon son, il faut qu'il s'invente des problèmes, quoi. On comprend pas quand tu parles, Chris. Ouais, bah tu sais, j'ai pris mes précautions, hein, vu qu'on va parler d'un sujet qui excite tous les agités de l'antipsychiatrique, on va parler de médicaments, on va parler d'antidépresseurs, et puis on va parler de tout un tas de choses qui risquent d'en fâcher plus d'un. Mais bon, Chris, t'exagères, on est sur Internet après tout. Les gens sont gentils et mesurés sur Internet, non ? Je vous invite à regarder la chaîne YouTube, le Psylab, c'est vraiment très très chouette. Est-ce que Nathalie, vous voulez nous en dire un mot? Quelle est votre réaction sur ce ton-là, cette façon de parler des maladies mentales? Là, je voudrais faire un pont justement avec la Fondation Roi Baudin qui a fait justement ce travail remarquable sur la façon dont on parle de la maladie mentale. Et l'avantage aussi avec le Psylab, c'est qu'on touche aussi un public qu'on a
beaucoup de mal à toucher, c'est à savoir les adolescents. Alors effectivement, YouTube n'est pas réservé qu'aux adolescents, hein, mais ce travail qui est fait justement sur la communication pour faire passer un message via un média tel que celui-ci, effectivement, c'est remarquable. Daniel? Moi, il y a une partie que j'ai beaucoup aimée, c'est si vous voulez vous suicider, attendez un peu, il n'y a pas le feu, ou ça, on peut attendre, on peut remettre à demain, quelque chose comme ça. Et ça, je me souviens d'une émission qui était faite il y a quelques années par une présentatrice qui avait une émission le soir, et puis il y avait des gens qui téléphonaient pour... voilà, c'était Macha Béranger, ça remonte à quelques années, mais des gens qui téléphonaient sur un thème donné. Et puis une des personnes qui recueillait les différents témoignages au téléphone, un jour quelqu'un, c'était pas du tout le thème de l'émission, puis quelqu'un s'était présenté en disant voilà, je vais pas bien, je crois que je vais me suicider. Et la personne avait répondu ah non, c'est pas le thème du jour, hein, alors là pour ça vous allez attendre. Voilà, c'était un peu dans le même ordre d'esprit. Je pense que quand on aborde effectivement les choses comme ça, bon, c'est pas forcément drôle, mais je pense que d'établir une espèce de distanciation, ça peut permettre à des personnes effectivement de se poser, de réfléchir, de faire appel à quelqu'un et de se dire il y a peut-être un peu le temps effectivement. Et Geoffrey, vous voyez comme youtubeur, comme médecin, les deux? C'est quoi finalement ce qui est le plus déterminant? Je ne me vois pas comme youtubeur parce que YouTube est une plateforme. Je ne travaille pas pour YouTube. Ça pourrait être autre chose, mais il se trouve que c'est celle-ci qui est la plus populaire. Donc c'est sur celle-ci qu'on est pour l'instant, puisqu'on a d'autres projets. Et notamment notre dernière vidéo est en fait un témoignage d'une patiente que j'ai interviewée, d'une patiente atteinte de troubles bipolaires. C'est un témoignage audio qu'on a quand même mise sur YouTube et qu'on a mise depuis peu sur SoundCloud et iTunes, qui sont des plateformes audio de podcast. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voudrait développer aussi, donner la parole aux usagers et aux personnes qui souffrent de troubles psychiques. Et ben moi, personnellement, je me vois comme psychiatre et vidéaste. Ça ne me semble pas incompatible l'un avec l'autre. Et ce travail de vidéaste, hein, qui est une grande force de la chaîne, hein, qui construit la succession des moments de cette chaîne, notamment avec plein de références. Finalement, est-ce que vous ne pensez pas que ça illustre aussi le paradoxe, c'est qu'on ne veut pas parler de maladie mentale et en fait, toutes les séries en sont pleines, tous les films en sont pleins. Finalement, cette question est omniprésente. Comment vous voyez ce contraste et comment vous naviguez à travers cette immensité des vidéos? Je pense qu'on refuse d'en parler quand ça nous concerne. Mais effectivement, c'est un sujet qui attise la fascination, comme vous le disiez. Et j'ai l'impression que dans les œuvres de fiction, que ce soit au cinéma ou dans les séries télé, il y a un changement de regard, il y a une vision beaucoup plus pertinente, à mon sens, et beaucoup plus positive. On peut être dans l'identification positive avec certains personnages de fiction très récentes. Je pense par exemple à la série Homeland, qui parle d'une agent de la CIA qui est atteinte de troubles bipolaires. L'actrice Claire Danes joue magnifiquement bien l'état maniaque et le personnage est très touchant et c'est aussi un personnage combatif, intelligent, etc. Donc j'ai aussi l'impression que c'est encore plus intéressant pour nous parce que on peut passer à autre chose. Enfin, c'est pas qu'on peut oublier Volotunani Coucou, quoi, mais il y a d'autres choses plus pertinentes qui sortent aujourd'hui et ça me semble vraiment très intéressant. Daniel, dans cette question de la fascination, comment on peut éviter les amalgames qui sont malheureusement nombreux dans le propos des politiques, peut-être, des journalistes aussi? Il faut se méfier de nos hommes politiques, effectivement. Oui. J'ai en tête, vous l'avez certainement en tête aussi, la dernière intervention de Gérard Collomb sur cette espèce d'amalgame entre terrorisme et maladie psychiatrique. J'avoue que ça a fait réagir dans la communauté des psychiatres. Hein. J'ai vu des déclarations de David Gourion, par exemple.
il est évident qu'il n'y a aucun lien scientifique, il n'y a aucune étude, il n'y a absolument rien n'est prouvé entre le fait qu'il y a un lien entre terrorisme et maladie psychiatrique. Ce n'est pas aux psychiatres de repérer d'éventuels terroristes, ce n'est pas votre rôle, et ce n'est pas à nous, journalistes, non plus, de relayer ce type d'informations comme quoi il y aurait effectivement un lien présent entre ces deux manifestations. Donc je pense que nous, c'est notre rôle, en revanche, en tant que journaliste, de dire attention à ces amalgames qui peuvent être dangereux, attention à ces fausses images, à ces fausses représentations qui peuvent laisser croire qu'un malade psychiatrique y va à un moment ou un autre parce que ce serait comme une espèce de fatalité ou de destinée versée dans un acte dangereux, dans un acte terroriste. Et vous savez mieux que quiconque, et là je rends hommage aux associations de malades, à l'UNAFAM en particulier aussi, qui nous apprennent, à nous, journalistes aussi, à décrypter, à rencontrer des malades, à parler avec eux. Et on sait, en rencontrant ces malades, et vous le savez mieux que nous aussi, que le malade, il est d'abord dangereux pour lui-même, avant d'être dangereux avec les autres, beaucoup plus dangereux pour lui-même. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre aussi. Et je crois qu'il faut faire attention à ces éléments de langage qui peuvent être très, très dangereux, en revanche. Attention aux mots. Les politiques ont tendance à employer des mots. On se rappelle aussi de l'intervention de M. Fillon sur « je ne suis pas autiste ». Enfin voilà, attention à ces mots-là qui, dans le grand public, peuvent avoir des répercussions catastrophiques. Et sur cette question de la définition du statut de nos patients, comme bien souvent dans une image à tort du grand public, potentiel auteur d'une forme d'agression sur d'autres, dans l'amalgame typiquement patient et terrorisme. Comment est-ce qu'on peut décaler le point de vue et illustrer non pas seulement que nos patients sont potentiellement dangereux pour eux-mêmes, mais surtout qu'ils sont avant tout victimes de quelque chose? Comment on peut changer ce regard qui va dans le sens de c'est une maladie dont un individu souffre, maladie d'ailleurs qui ne résume pas, loin de là, ce qu'est cet individu. C'est à nous, journalistes qui faisons de la santé, justement, d'avoir ce recul nécessaire, d'avoir cette distance nécessaire. Nous, on n'est pas dans l'acte, on n'est pas dans le fait divers, on n'est pas là pour raconter ce qui s'est passé, on est là pour prendre de la distance et expliquer ce que c'est que cette maladie. Je crois que c'est très important qu'on reste sur ce rôle-là, nous, journalistes santé. Je vois mes confrères et consoeurs qui sont dans la salle aussi. On doit rester dans notre rôle de journaliste, d'expliquer à chaque fois, de remettre sur le tapis notre ouvrage et de réexpliquer de quoi il s'agit, quelle est cette maladie, que c'est une maladie, que la personne en est d'abord victime, vous le disiez, pour elle-même, et d'expliquer que ce que je disais précédemment, qu'elle doit être diagnostiquée, traitée, accompagnée. Et comment on évite une divergence entre l'utilisation du mot schizophrénie dans le grand public et dans les médias et ce qu'il est pour nous une maladie, puisqu'il n'a manifestement pas le même sens selon qu'un journaliste ou un homme politique ou n'importe quel citoyen l'utilise, et selon le sens que nous donnons à ce mot. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il faut en parler dans le grand public aussi. Il faut arrêter de considérer, comme je le disais précédemment aussi, qu'il s'agit d'un domaine réservé à des cas très particuliers. La maladie mentale, elle est présente dans la société, partout, dans toutes les couches de la société. Chacun peut en être victime. Et voilà, c'est présenter la maladie mentale comme quelque chose qui fait partie du quotidien aussi et qui est présente dans la cité. Une maladie à laquelle chaque citoyen, chaque famille peut être confrontée, et non pas quelque chose à part. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette espèce de peur, fascination, comme étant quelque chose effectivement à part. C'est dans la vie de tous les jours, ces malades. Les malades, nous en avons dans nos familles, nous en avons dans la cité, autour de nous. Ce sont des malades, ils font partie de la vie aussi, quoi. Ils ne sont pas à part. Alors, on a vu qu'on pouvait parler avec des tons très différents des maladies mentales, et on peut se poser la question de la force qu'aurait le propos de nos patients eux-mêmes, si on peut les faire entendre. Et je propose qu'on s'intéresse à Bouclette,
c'est ainsi que elle souhaite que nous l'appelions. Elle vit donc avec cette maladie, la schizophrénie. Elle tient un blog, Ta gueule Boris. Boris, c'est donc sa maladie. Elle ne souhaitait pas, ou plutôt c'était compliqué pour elle d'être présente ce soir, mais la directrice de la fondation, Aude Olé-Laprune, l'a rencontrée. Et je propose qu'on écoute son témoignage maintenant. Bonjour Bouclette. Bonjour. Votre blog Ta gueule Boris est vraiment remarquable, sensible, intelligent, drôle. Voici notre première question. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre quotidien avec la maladie ? Dans la société, la schizophrénie est très mal perçue et la plupart des gens pensent à tort qu'on est soit dangereux, soit complètement à côté de la plaque et nous imaginent être des stéréotypes ambulants. Alors qu'à la base, on a une personnalité bien à nous, on a des goûts, on a un vécu. Et la maladie, c'est juste un tout petit quelque chose qui vient se rajouter à ce qu'on est et qui ajoute des désagréments. Je suis désorientée, donc je ne peux pas sortir de chez moi. Je suis extrêmement fatiguée, donc j'ai besoin d'aide pour garder ma fille. J'ai des hallucinations visuelles, donc je vois des migales, des gens, des visages qui m'observent de loin et je sursaute et je crie. Et s'il y a quelqu'un avec moi, il me dit mais qu'est-ce qui lui arrive ? Parfois par période, ce sont des hallucinations auditives. Je n'arrive pas à avoir de vie sociale. C'est pour ça que j'avais fait le blog. Donc oui, la maladie, elle a ses côtés négatifs, mais il y a la force d'esprit qui passe au-dessus, le côté personnalité positive, et je préfère en rire. Je me dis, oh là là, mais ça craint quand même, mais c'est pas grave, je vais allumer la télé, je vais rigoler, puis ça va passer. J'essaie de ne pas faire un effet boule de neige vers le drame. Et il faut faire avec, parce que bon, il y a le traitement aussi qui aide, mais tout ne part pas forcément non plus. Pourquoi Ta gueule Boris ? Et pourquoi ce blog ? Alors, en fait, l'année passée, je me sentais très seule. Mon entourage ne voulait pas entendre parler de maladie ni de symptômes. Ils ne voulaient pas que je me plaigne, car ils estimaient en fait que j'exagérais et que je souffrais plus de fainéantise que de schizophrénie. Parce que physiquement, rien ne faisait penser que j'étais en souffrance, vu que j'avais mes 2 bras, mes 2 jambes, bon, rien de spécial. Et j'avais gardé tellement de choses en moi qui ne demandaient qu'à sortir que j'ai finalement eu l'idée de créer un blog. Je voulais avoir un endroit à moi dans lequel j'avais le droit de l'ouvrir, de me plaindre, de relâcher la pression et pouvoir ainsi être moins frustrée dans le quotidien. Et au fil du temps, j'ai décidé d'en profiter pour faire passer des messages et des conseils pour les familles des malades et pour les malades aussi, pour pouvoir leur permettre d'avoir une meilleure vision de la maladie. Mais dites-nous, pourquoi Boris ? J'ai décidé de créer un petit personnage prénommé Boris pour le côté sympathique, car ça m'aide à dédramatiser la maladie et à pouvoir blâmer quelqu'un. Donc dans mes bandes dessinées, quand j'en ai marre de la maladie, eh bien je m'énerve contre ce petit personnage et puis ça va mieux, ça passe. Et pour les lecteurs, c'est aussi plus facile de comprendre ce qui me passe par la tête et de comprendre que oui, la maladie, parfois, c'est énervant. Et c'est surtout énervant quand on ne connaît pas la cause. Quel message vous voulez faire passer ? Il y a 2 messages que j'aimerais faire passer. Le premier, c'est qu'il ne faut pas se fier aux idées reçues et aux clichés. Donc j'aimerais montrer par ce blog ce que c'est que réellement de vivre avec la maladie au quotidien et montrer toutes les facettes de la vie touchées par la maladie. Parce que souvent, on ne pense pas aux facettes qui puissent y être touchées. Et puis quand on lit mon blog, on se dit « Ah oui, finalement, c'est vrai ». Même par exemple dans le couple, ça peut entraîner des difficultés. Et dans mes BD, j'explique les symptômes, la fatigue, les hallucinations, mais j'explique aussi comment je me sens lorsque mon entourage ne m'écoute pas ou me traite de paresseuse. Et ça donne vraiment une autre vision de la maladie que celle véhiculée par les médias. Et le deuxième message, c'est qu'il faut dédramatiser la maladie. Alors, pour ça, je m'explique. En tant que patiente, quand mon médecin me répète sans cesse que ma maladie est super grave, ça me met mal à l'aise. Parce que pour moi, c'est une maladie compliquée, c'est vrai. Et le mot grave me fait me sentir encore plus limitée par la maladie. Donc, c'est vrai que c'est une maladie qui nécessite qu'on adapte son quotidien et son rythme de vie à ses symptômes. Il faut aussi revoir ses buts dans la vie à court et à moyen terme. Il faut s'éloigner du stress
Mais quand tout ce rythme est instauré et qu'on suit bien son traitement, la vie, elle peut être simple et paisible et le bonheur est tout à fait accessible. En réalisant ce blog, est-ce que vous avez ressenti des bénéfices ? Ça me permet de souffler et de faire sortir ce que je garde à l'intérieur, mais aussi et surtout, je me sens utile pour quelqu'un. Parce que vous savez, je ne peux pas travailler. Au moindre stress, à la moindre responsabilité, pouf, les symptômes empirent et je perds pied et ça ne va plus. Et je me sens moins inutile à la société en pouvant aider des gens par le biais de ce blog, en fait. Ça me permet d'avancer dans quelque chose, d'avoir la conscience tranquille, vraiment d'avoir des petites responsabilités, mais qui ne vont pas m'induire un grand stress. Avoir au moindre message positif que je reçois, que j'ai aidé quelqu'un, ça m'apporte énormément. Je reçois régulièrement des messages de proches de malades, de personnel soignant, donc des psychiatres, des psychologues, des aides-soignants. Donc on me remercie d'expliquer les difficultés de la schizophrénie différemment qu'en listant une série de symptômes. Et ça leur permet de mieux comprendre la maladie et de mieux réagir face à un malade, que ce soit dans le cadre familial ou professionnel. Merci beaucoup, Bouclette, d'avoir accepté d'être interviewée, de répondre à nos questions et ainsi de prendre part à notre table ronde. Nathalie, vous nous avez parlé de l'intérêt d'incuber, de mettre en situation les futurs journalistes. Quel effet ça fait d'échanger avec un patient, d'échanger, d'être dans une unité d'hospitalisation ? Vous pourriez nous décrire comment ces élèves, comment ces futurs professionnels évoluent au gré de cette interaction ? Ça me fait penser, votre question me fait penser à une remarque d'une étudiante qui m'a dit au bout de 5 jours, parce qu'on impose un format de 5 jours pour l'immersion, c'est pas un zoo, donc ils doivent s'engager. Et elle m'a dit, c'est calme, c'est très calme. Ce qui fait qu'elle s'attendait, alors évidemment, ça n'est pas uniquement... Ils ont la chance de pouvoir effectivement aller dans une unité d'hospitalisation, mais ils accompagnent aussi les patients, ils participent à des activités CATTP. Et je pense qu'elle s'attendait à avoir une crise, à avoir des hurlements. Donc elle est arrivée justement avec ses préjugés, avec ses représentations. Et voilà, ce mot-là me reste vraiment en tête et elle a vécu autre chose. Donc là, je pense qu'effectivement, l'altérité, la rencontre avec l'autre, l'immersion a joué son plein et je pense que c'est quelque chose qui me reste effectivement en tête. C'est l'altérité ou c'est la proximité, justement ? Les deux. Les deux. Ça veut dire quoi, ça ? Les deux, parce qu'effectivement, je pense que l'importance aussi, quand il y a ces stages d'immersion, c'est que les étudiants puissent rencontrer, parler avec des patients. Donc, ce que fait Bouclette, c'est aussi un peu ça, c'est de présenter sa maladie, son quotidien. Donc, on offre aussi ce contact direct, cette rencontre avec l'autre qui est en souffrance et avec une proximité, altérité et proximité. Et vous ne pensez pas que justement la fascination, elle est dans ce double lien de l'altérité et de la proximité, comme s'il y avait chez nos patients quelque chose de justement fondamentalement humain qui se révélait là. Tout à fait. À Il y a un qui les effet rencontrent. miroir, effectivement, peut-être un effet miroir où ces étudiants qui sont tout comme nous, évidemment, se retrouvent face à des personnes qui leur ressemblent. Donc c'est l'occasion pour eux de se projeter aussi certainement dans quelque chose qui pourrait leur arriver aussi. Et je reviens sur ce que disait Geoffrey et puis Madame Messager également. Je pense que c'est plus dans une approche intégrée qui va justement mêler une approche éducative avec le travail que tu fais pour expliquer justement la maladie mentale et une approche par contact où là justement on a cette possibilité de faire parler les personnes qui présentent une pathologie mentale ou de les rencontrer, qu'on peut arriver à quelque chose qui pourrait modifier justement. Et c'est tout le rôle des experts. Des experts que sont aussi les psychiatres, de prendre la parole. Il y a une vraie défiance aussi
il y a une vraie défiance de la part des professionnels du soin envers les journalistes. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut travailler. C'est pour ça que nous, au sein de notre programme, on propose du média training pour les professionnels de santé, pour que justement on soit davantage nombreux aussi à prendre la parole, à être dans une démarche informative, explicative. J'aimerais justement donner la parole à Yves Dariot, que vous avez évoqué tout à l'heure, qui va vous parler d'un travail remarquable lancé par la Fondation du Roi Baudouin avec l'Université de Louvain, et une publication que vous pouvez trouver qui s'intitule « Tous fous, parler autrement de la santé mentale ». J'aimerais bien que vous nous disiez ce qui a conduit à ce travail et quel est le devenir de cette publication. Okay. 2 mots peut-être sur la Fondation Roi Baudouin, puisque on est en France et que vous ne nous connaissez peut-être pas. Donc on est une fondation d'utilité publique qui a été créée en Belgique en 1976 à l'occasion des 25 ans de règne du roi Baudouin. On est actif dans de nombreux domaines d'action, le patrimoine, la lutte contre la pauvreté, la justice sociale, l'immigration et notamment sur la santé également. Pour vous donner une idée un peu de la quantité de travail qui est abattue par la Fondation, sachez qu'en 2016, on a soutenu 300 individus et 1900 organisations pour un montant de 42 millions d'euros. Et on abrite aussi 600 fonds privés qui ont été créés soit par des donateurs ou soit par des entreprises. Voilà, comme ça vous avez une petite image de qui nous sommes. En tout cas, par les actions qu'on mène, et notamment en ce qui concerne la santé mentale, on essaye à chaque fois de s'attaquer à des problèmes qui ne sont pas résolus, à essayer de mettre des tabous en discussion, en débat, et de surtout porter la voix des patients, puisque généralement, c'est celle-là qui fait défaut. Et dans notre dernier programme consacré à la santé mentale, qui parlait de rétablissement, ces patients, ces usagers ont pointé la nécessité de vraiment communiquer de manière nuancée à leurs propos, de communiquer de manière nuancée sur leur maladie, sur leur vécu, sur la manière dont ils vivaient ces troubles psychiques, et ce, pour leur garantir justement ce rétablissement. Parce que pour eux, c'était vraiment un frein à leur rétablissement que d'avoir ces images stéréotypées, ces représentations sociales très, très négatives. Et donc, on a commencé à réfléchir pour essayer de voir comment on allait pouvoir étudier cette communication qui, finalement, déterminait la vie des gens en les stigmatisant et en augmentant aussi la distance sociale entre nous, les pas malades, et eux, les malades. Donc on s'est dit, tiens, comment est-ce qu'on va pouvoir étudier ces représentations-là sans les juger? Parce qu'on a tous le droit d'avoir un abord par rapport à une maladie, par rapport à des comportements. Et donc, on se rendait bien compte qu'il y avait des effets néfastes de ces représentations négatives, effets néfastes sur le bien-être des usagers, sur l'autostigmatisation qu'ils développaient eux-mêmes, parce que non seulement ils étaient stigmatisés, mais eux-mêmes se disaient « oui, non, mais je ne vais pas sortir en ville aujourd'hui parce que je ne suis pas bien, et qu'est-ce que les gens vont dire, etc. » Donc ils se mettent eux-mêmes des barrières. Un effet aussi de ces représentations sur l'apparition de troubles, parce que ça a aussi un effet on a parlé de contagion qui n'était pas vraiment présente, mais je pense qu'effectivement, parfois, il peut y avoir un effet de contagion par l'image, par les représentations. Et puis, il y a un problème de discrimination vécu par ces patients. Comment je trouve un job, comment je trouve un logement. Et en ça, le témoignage de Bouclette était assez intéressant pour montrer tous les freins, finalement, que la maladie met en place et que les représentations qui sont liées à la maladie mettent en place. Donc, on a mandaté une université. Et on a mandaté, pas n'importe quel service, on a mandaté l'Institut d'études des médias de l'Université de Louvain, qui a analysé pendant 1 an, en 2015, tous les sujets qui sont passés dans les médias
autour de la santé mentale. Donc presse écrite, presse audiovisuelle, documentaires d'actualité, documentaires de fiction, sites internet. Et ils ont analysé à la fois les mots et à la fois également les images. Et grâce à ça, ils nous ont proposé une matrice qui se compose à la fois de cadres de représentation problématisants, qui donnent une image plutôt négative du trouble psychique. Je vais vous en donner quelques exemples. Il y a par exemple le monstre, où le trouble psychique est vraiment considéré comme une force obscure qui terrorise les personnes. Il y a la maîtrise de soi, où le trouble psychique finalement n'apparaît que chez les gens qui n'ont pas de volonté et finalement s'ils se maîtrisaient un peu, ils ne seraient pas malades. Il y a le maillon faible. Les personnes avec des troubles psychiques, finalement, ce sont des cas problématiques. Ce sont des gens qui ne peuvent pas suivre le mouvement. Donc je rappelle bien que ça, ce n'est pas notre manière d'envisager les troubles psychiques, mais bien ce qui est véhiculé dans le discours médiatique et dans le discours sociétal par la force des choses, et qui ont tendance à problématiser le trouble psychique. Puis à côté de ces 5 cadres de représentation problématisants, l'équipe universitaire nous propose 7 cadres qui sont déproblématisants, qui vont aborder le trouble psychique de manière plus positive. Par exemple, la jambe cassée. Moyennant un bon diagnostic, le trouble psychique, ça se traite comme une jambe cassée. L'invité imprévu. On peut apprendre à vivre avec un trouble psychique, ce n'est pas un problème. Le canari dans la mine également. Le trouble psychique, finalement, ça n'a rien à voir avec la personne elle-même, c'est juste un signal, une cause que la pression de la société est trop forte. Donc voilà un peu ces manières dont on envisage le trouble psychique dans le récit médiatique, et on se rend compte, en faisant des tests, en faisant des analyses, que ces cadres ont vraiment une influence, une répercussion sur la manière dont la société, dont nous percevons la personne avec un trouble psychique. Et dans le cadre de cette étude, on a notamment testé l'impact de ces représentations en proposant en laboratoire des articles factices sur la dépression postnatale notamment. Et on voit qu'en utilisant des articles qui ne prennent en compte que des représentations positives ou que des représentations négatives, on a vraiment un abord sur le lecteur qui est différent. Et on voit que cette dépression postnatale est perçue soit, si on n'utilise que des frames négatifs, comme une faute de la part de l'individu. On a parlé tout à l'heure de la maîtrise de soi. S'il avait un peu de volonté, il n'y aurait pas de dépression postnatale. Tandis que si on va utiliser des frames plutôt positifs, comme la longue marche, avec de l'aide, on peut explorer de nouvelles voies, on peut passer à travers une problématique, et bien là, on se rend compte que le lectorat a une bien meilleure compréhension de ce trouble, de cette pathologie de la dépression postnatale. Donc vous trouverez tout ça dans à la fois le rapport de recherche complet et puis dans une brochure de vulgarisation qu'on a souhaité faire à partir de la recherche. Et vous trouverez tout ça sur notre site internet kbs-frb.be, mais ça, je suppose qu'on pourra vous transmettre ça par email. Alors, suite à ces recherches, l'idée, c'était évidemment de ne pas laisser les résultats dans les tiroirs. Et donc, on a vraiment décidé d'exploiter ça, et notamment auprès de 3 publics dont on a déjà parlé aujourd'hui, en tout cas pour certains. Les journalistes, parce qu'effectivement, on voit en analysant le récit médiatique, que c'est là qu'on retrouve des représentations qui sont parfois problématisantes. Et donc on va organiser effectivement des séances d'échange entre personnes qui ont des troubles psychiques et les journalistes, non pas pour pointer le doigt sur ces mauvais journalistes qui ne savent vraiment pas communiquer sur la santé mentale, mais plutôt pour avoir un échange sur « tiens, voilà, moi je suis journaliste, ma pratique c'est ça, mes contraintes c'est ça ». Et pour que les journalistes puissent entendre la parole des usagers de la santé mentale et comprendre l'impact que leur travail peut avoir sur leur vécu au quotidien. On a aussi une action sur les écoles de journalisme qu'on va soutenir par le biais d'un concours où on invite
les étudiants en journalisme à se saisir de cette thématique des représentations de la santé mentale et de produire à la fois de l'écrit, à la fois du web et à la fois de l'audiovisuel. Et il y aura un concours entre les différentes écoles de journalisme qui auront participé. Ça, c'est pour le public 1. Le deuxième public sont les professionnels de la santé mentale, parce que ce n'est pas toujours les cordonniers qui sont les mieux chaussés. Et là, on aide les professionnels à la fois dans les secteurs hospitaliers, mais aussi ambulatoires, à auto-évaluer leur usage des représentations sociales de la santé mentale. Troisième public, et j'en terminerai par là, sont les magistrats et tout le secteur de la justice, puisque eux aussi ont fréquemment des contacts avec les usagers de la santé mentale, et leur communication est très très importante dans le suivi. Merci beaucoup Yves Dariot. Avec plaisir. Toute cette démarche. Pour clore cette table ronde, et avant tout je remercie Daniel, Nathalie, Geoffrey de vous être prêtés au jeu et de transmettre ce que vous pouvez nous transmettre ainsi. Je voudrais signaler que la Fondation Denis Kerr a décidé de lancer une grande campagne de mobilisation, d'influence, visant à déstigmatiser peut-être la plus représentative des maladies mentales qu'est la schizophrénie. Alors c'est un projet d'ampleur, c'est un projet pour lequel on bénéficie de l'aide du groupe Publicis, et je remercie Jérôme Batou qui est présent ce soir. On bénéficie de l'aide d'une agence ultra créative au sein du groupe Publicis, qui est l'agence Marcel, qui a fait des campagnes de communication assez incroyable, et qui a accepté de relever le défi et d'inventer une forme de communication pour le grand public dont la diffusion se veut le plus large possible, sous la forme d'un film et de tout ce qui accompagnera ce film, qui sera réalisé par une réalisatrice qui est très talentueuse. Et je voudrais dire ici à tous nos amis présents que, évidemment, nous avons besoin de votre soutien dans cette démarche. Le groupe Publicis nous aide pro bono et avec beaucoup d'enthousiasme, mais il va nous falloir diffuser le plus largement cette campagne, ce qui, d'une façon ou d'une autre, aura des coûts d'achat médias, et donc nous avons vivement besoin de votre soutien. Bien, merci beaucoup. Et bien, puisque nous avons parlé de schizophrénie, et puisque je vous l'ai dit, nous allons entendre des voix toute la soirée. Et donc, 5 de chœur revient en scène. Nous allons continuer notre voyage musical avec une seconde pièce écrite par un immense compositeur nommé Jean Sébille. Merci. La
plus précisément un anterdreau, un type de Guers, venu tout droit de mon pays. Excuse-moi, il y a un problème. Non, mais il n'y a aucun problème. Alors, cette chanson, que dis-je? Cette chanson, cette complainte, s'intitule « Jeune fille de 15 ans ». Et cette chanson, je vais vous l'interpréter seule. Tiens à vous la chorale. Allez, c'est bon. Hop. Jeune fille de 15 ans, belle comme une rose. Elle a eu un enfant, personne n'en est la cause. Chutez! Ne sachant comment faire pour s'en débarrasser, dans la rivière de Nantes, elle s'envalit jetée. Personne ne l'avait vu que sa plus proche voisine s'en va directement prévenir la justice. Gens de la justice, vous ne savez donc pas ce qui se passe en ville si on ne vous le dit pas. Les gens de la justice sont allés chez la belle. L'ont trouvée sur son lit, sa mère est auprès d'elle. Bonjour, bonjour la belle, comment vous partez-vous? Les gens de la justice, ils en ont après vous. Mais vas-y, continue. Sa mère qui était là, pleurant, versant des larmes, en voyant son enfant mené par les gendarmes. Prenez, prenez mon or et mon argent, mais rendez-moi ma fille, rendez-moi mon enfant. Votre or et votre argent, pour nous, ne compte guère. Nous emmenons votre fille, qui est devenue fille-mère. Elle a commis un crime, il faut donc la punir. Et dès demain matin, il lui faudra mourir. Ça monte, à chaque fois que j'arrive là, je peux plus. Oh, quelle chanson quand même. C'est bon. Je termine. C'est quoi les paroles? Oui, pourquoi pas, oui. Bon. Je termine.
termine. Jeune fille de 15 ans, sur moi prenez exemple. Ne fréquentez pas tant ni les bals, ni les danses. Ne fréquentez pas tant les bals après minuit. Car c'est ici la cause que je meurs aujourd'hui. Merci beaucoup. Et nous allons rester dans la thématique de la table ronde, puisque nous allons vous présenter les prix médias. Alors pourquoi les prix médias? C'est la deuxième année que la Fondation donne des prix médias. C'est parce que nous pensons qu'il faut reconnaître, aider, promouvoir le travail de nos amis journalistes qui sont les meilleurs vecteurs probablement du discours que nous souhaitons voir tenir sur la santé mentale. Alors j'appelle notre président du jury, Gilles Van der Putten, qui est directeur de l'ONG Reporters d'Espoir. Je vous le présente très rapidement. Reporters d'Espoir promeut l'information solution dans les médias. Et l'information solution, je crois que c'est quelque chose qui a vocation à donner envie d'agir, de diffuser des expériences positives. Je crois que c'est ça, vous nous direz ça, Gilles. Et on est justement cette semaine en pleine semaine des solutions pour les médias, à votre initiative. Je pense que si vous êtes attentif dans les médias précisément, dans la plupart des grands médias, sur France Télévisions, TF1, France Info, eh bien vous verrez que ces médias s'engagent à donner chaque jour la parole à ceux qui s'engagent justement pour faire progresser notre pays. Gilles, maintenant que j'ai fait votre publicité, est-ce que vous voulez bien nous présenter les lauréats? Avec plaisir. Merci Raphaël, bonsoir à toutes et tous. C'est vrai qu'on est ravis à Reporters d'Espoir de s'associer à cette soirée parce que les témoignages qu'on a entendus sur les pratiques journalistiques et sur l'analyse même du discours médiatique, c'est notre quotidien de s'intéresser à la manière dont les journalistes et leurs récits et leur storytelling, comme on dit, peuvent susciter l'envie d'agir ou du moins susciter un autre regard sur la complexité des réalités. Et je pense qu'on est en plein sur ce sujet. Donc on va remettre ces prix pour la deuxième année consécutive. La mission de ce prix, elle est assez simple. Elle est de mettre la lumière sur des pratiques journalistiques, sur des engagements de journalistes et professionnels des médias qui entreprennent à la fois un travail de pédagogie, de déstigmatisation et qui sont d'une certaine manière des reporters d'espoir dans la mesure où ils contribuent à diffuser la connaissance, la prise d'initiative, des histoires de résilience, cette tension entre, pour faire court, les problèmes et les solutions, les difficultés, la manière de les dépasser. Donc on a scruté une multiplicité de supports dans tous les types de médias, le web, la radio, la télévision, la presse écrite, pour parvenir à cette sélection de 4 lauréats. Quand je dis nous, je veux saluer les membres du jury, Anne-Pierre Noël, journaliste, vous, cher professeur Gaillard et le professeur Ollier, Claire Bévière également. Et donc ces 4 prix, c'est d'abord un grand prix. Alors il ne va pas vous étonner, puisque je vous demande d'applaudir et d'accueillir une journaliste que vous connaissez tous désormais, c'est Danielle Messager. Bravo à vous, Daniel, qui manifestait un intérêt pour ces sujets et pour tous les sujets qui ont trait à la psychiatrie depuis longtemps maintenant, avec toujours ce souci de pédagogie, une volonté de parler des avancées thérapeutiques. Donc tout ce travail nous a beaucoup séduit parce qu'il est déstigmatisant, parce qu'il est porteur d'espoir. Donc bravo à vous.
Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Juste quelques mots. Parce que je crois que je vous ai expliqué précédemment de quelle façon nous, les journalistes, nous avions un peu cette mission de parler, cette façon de parler de la maladie mentale autrement, peut-être que présenter au détour d'un fait divers. C'est notre travail de tous les jours, mais ça, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc je vais pas prendre beaucoup de temps. Informer, c'est accompagner l'information autour de la maladie mentale. On n'est pas seul à la fournir, on s'appuie beaucoup sur, je vois que Anne-Pierre Noël est là, sur l'UNAFAM, sur les associations de familles de malades. Ils nous aident beaucoup dans notre travail. Donc, c'est apporter l'information nécessaire et toute l'information, pas seulement se situer à la surface, mais voilà, expliquer ce qu'est la maladie, qui est une maladie et qui peut donc être soignée, qui peut être accompagnée, et que le malade, comme je l'expliquais précédemment, nous avons tous des malades autour de nous, des malades de maladies mentales, des malades d'autres types de maladies. Ils font partie de notre quotidien et quand nous en parlons, nous devons en parler comme des nôtres autour de nous chaque jour. Merci à vous et merci à la Fondation. Merci Daniel d'œuvrer à un journalisme constructif de cette manière-là. Alors passons au prix Média. Il y en a 2. Ils sont remis à 2 journalistes de la presse écrite aux démarches assez complémentaires de notre point de vue. J'appelle en premier lieu Pierre Bienvaux du journal La Croix, qui incarne un journalisme d'empathie. Donc un journalisme d'empathie, une rigueur scientifique, avec une écoute de toutes les parties prenantes, des chercheurs, des associations de patients, des soignants à qui vous donnez régulièrement la parole. On a beaucoup apprécié, et Daniel Messager l'évoquait tout à l'heure, votre série d'articles sur la maladie mentale et la radicalisation suite aux propos du ministre qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, des articles à la fois étayés, très étayés scientifiquement et assez engagés. Donc bravo à vous. Merci beaucoup, merci à la Fondation, merci au jury. Je suis assez surpris d'avoir le prix Média. Je pensais que cette année, on n'avait aucune chance face à Franz-Olivier Gisbert. Et voilà, en tout cas, c'est une grande responsabilité pour les journalistes d'essayer de parler correctement des Barjot, des Schizo et des autres. J'ai la chance d'être dans un journal où j'ai pas de souci pour faire passer des articles ou des dossiers sur la santé mentale. Et ce qui me frappe depuis quelques années, c'est que quiconque a travaillé dans le domaine de la santé, c'est l'importance des associations de malades, des usagers de la santé. Et j'ai l'impression que depuis quelques années, avec les professionnels, il y a un vrai mouvement qui se dégage avec des gens qui prennent la parole, qui lisent ce qui s'écrit, se dit, et qui n'hésitent pas à interpeller les journalistes et à les engueuler quand ils font mal leur boulot. Et je crois que c'est assez réjouissant. Voilà, donc ça donne de l'espoir pour l'avenir. Merci à vous Pierre et bravo. Le deuxième prix Média, il est attribué à Sandrine Cabu du journal Le Monde. Donc, là encore, on a voulu saluer un travail qui s'effectue sur le long terme, sur la connaissance scientifique de la maladie mentale et de ses avancées. Il s'agit d'un travail pédagogique remarquable, fouillé et pourtant accessible aux néophytes comme moi. Donc je m'y suis retrouvé et ça m'a permis de m'intéresser au sujet. On a beaucoup apprécié cette dimension toujours porteuse d'espoir, notamment sur vos articles consacrés à l'emploi des personnes qui souffrent de troubles autistiques que vous avez publiés cette année. Bravo. Merci beaucoup. On m'a demandé de faire court, on m'a dit qu'on avait droit à 3 mots, donc j'en ai pris 3. D'abord, évidemment, merci à la Fondation de Necker. Je suis vraiment honorée de ce prix et de le partager avec 2 confrères que j'aime beaucoup. Deuxième, c'est partage. Je veux partager avec des professionnels de la santé mentale, les associations, les parents, c'est-à-dire toutes les personnes qui, au quotidien, nous ouvrent leurs portes, témoignent et font que on peut faire ce travail de fond que vous avez remarqué. Voilà. Et le troisième mot, c'est dédicace. C'est dédicace évidemment aux patients, c'est-à-dire potentiellement évidemment chacun d'entre nous, parce que c'est quand même avant tout pour eux qu'on fait ça. Merci.
Et enfin, le dernier prix, ça pourrait être le prix de l'innovation, c'est le prix de l'initiative, tel qu'on l'a nommé. Il salue une approche innovante. Alors ma tâche est facilitée, d'autant plus facile ce soir, que je ne vais pas avoir besoin de vous le présenter puisqu'il était là tout à l'heure avec nous. C'est Geoffroy Marcaggi et Christophe Debien, son comparse, pour le Psylab. Et donc évidemment, ce qui nous a plu, c'est dans votre travail, la manière dont vous ouvrez la compréhension de la maladie mentale à tous, cette manière de faire preuve tout à la fois d'une rigueur scientifique et puis d'une manière très innovante pour dédramatiser la maladie. Merci à vous. On a eu la reconnaissance de notre public et on a la reconnaissance de nos pairs et ça nous fait très plaisir. J'ai screené à peu près le nombre de personnes qu'il y a dans la salle. Je vais vérifier en rentrant qu'il y a le nombre d'abonnés supplémentaires sur la chaîne YouTube. Merci d'avance. On va prendre juste une petite photo. Séance photo. Merci à tous et donc rendez-vous pour la 3e édition, sans doute l'année prochaine, de ce prix Média. Nous allons poursuivre notre voyage musical si romantique avec un immense compositeur, un autre, nommé Jean-Sébastien. L'amour c'est un oiseau rebelle que l'autre t'apprivoisit. Et c'est bien enfin qu'on lui appelle, il convient de refuser. Je n'ai fait pendant son prière, parle bien, l'autre se défend. Mais c'est l'autre que je préfère, il a rien qui mais il me plaît. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en venant s'il lui convient de refuser. L'amour est enfant de poème qui n'a jamais connu le loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends-les pas. Regarde toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Regarde toi. Et si je t'aime, si je t'aime, Oh là là. Oh là là. Mais dites-moi, mais à quoi devons-nous prendre garde? Donc, prends garde à toi, l'amour est enfant de poème qui n'a jamais connu le loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Même si je te prends garde à toi, regarde à toi. Eh bien, si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je Même pas je t'aime. Et si je t'aime, si je t'aime, si je voilà.
Attention, ça va être à vous, on y va. Et... Allez. C'est pas si mal, Michel. Non, ils ont été surpris, peut-être. Ok, on y retourne direct. Attention, je compte sur vous. Et... Allez. Oh, allez. Hey! Hey! Ho! Ho! Hey! 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 Regarde à toi! 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 Hey! Allez. Oh! Oh! Hey! Hey! Oh! Oh! Hey! 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 Regarde à ça! 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 Regarde à Allô, allô? Ah oui, vous m'entendez, bonjour. Bonsoir plutôt. Donc nous allons passer à la remise des prix sur la recherche. Et je vais d'abord vous dire quelques mots, s'il vous plaît, sur la question, plusieurs micros, sur ces bourses de recherche que l'on remet pour la troisième fois à de jeunes chercheurs. Ça, ce sont les bourses. Et puis, pour de moins jeunes chercheurs, on va remettre des prix. Alors, peut-être un mot sur la recherche en psychiatrie avant de présenter les gens. Elle est encore insuffisante, cette recherche en psychiatrie, et nous devons l'encourager parce que, comparativement à d'autres spécialités médicales, elle est moins soutenue financièrement et elle est aussi moins systématiquement choisie par les jeunes praticiens. Quand je parle de recherche en psychiatrie, je parle bien sûr de recherche pure, ce qu'on appelle la recherche fondamentale, c'est-à-dire des recherches dont le but n'est pas de viser à des applications pratiques immédiates, mais aussi et surtout, je parle de recherche appliquée pour découvrir de nouvelles applications thérapeutiques dans des pathologies encore mal connues, dont le retentissement sur le fonctionnement au quotidien est majeur. Alors, notre jury international s'est réuni le 17 juin dernier, et cette cérémonie est aussi l'occasion pour moi de les remercier. Alors, très rapidement, je vais les citer. Il y a donc le professeur Catherine Barthélémy de Tours, le professeur Sonia Dolphus de Caen, le professeur Marie-Odile Krebs de Paris, Jean Daléry de Lyon, Pierre Thomas de Lille, Raphaël Gaillard de Paris, Marc Anceau de Liège, Philippe Conus de Lausanne, Damienne Denis d'Amsterdam, Sami Richat de Beyrouth, Johannes Thomé de Rostock en Allemagne, Erida Jaubert de Montréal, et tous ont aussi contribué ont participé pour regarder ces projets de recherche qui étaient au nombre de 30 et qui ont donc été sélectionnés. Alors, donc, sans plus tarder, je vais appeler d'abord les bourses et je vais leur demander peut-être de venir. Et puis, alors donc, je vais avoir appelé Wen Guillaume, qui est là, et qui reçoit le soutien de la Fondation pour son projet Conscience émotionnelle, rôle sur le ressenti de la douleur physique et sociale dans les troubles fonctionnels intestinaux. Alors, dans quelques minutes, vous... Non mais oui, mais en même temps, il faut les présenter. Oui, après c'est les prix, mais oui, enfin, j'ai un peu changé. Mais enfin bon, Farah Odeb pour l'étude Paris Même Remember,
qui est une étude d'IRM anatomique dans le cadre des états de stress post-traumatique. Indira Mendes David pour son projet sur la caractérisation du circuit neuronal entre le cortex médian préfrontal et le noyau du raflet dorsal, qui a été d'ailleurs aussi lauréate du NARSAD, pour ceux qui sont au courant des prix que l'on remet au niveau aux États-Unis. Marco Pompili pour l'étude du lien entre hippocampe et cortex préfrontal dans le contexte des mémoires traumatiques. Et finalement, Maxime Tréhou pour les effets cliniques et cérébraux de l'activité physique adaptée à distance chez des patients souffrant de troubles psychotiques. Alors, ils vont s'exprimer dans quelques instants. On va leur donner 45 secondes pour s'exprimer. Mais avant, je voudrais remettre également les prix. Les prix qui, eux, parleront peu, donc, mais enfin, ce sont des choses importantes aussi. Alors, nous remettons deux jeunes prix, des prix plutôt à des jeunes chercheurs, des prix de 15 000 € chacun, d'abord à François Montastruc pour son travail sur les médicaments psychotropes et sur une étude de pharmacoépidémiologie, qui m'excusera. Les patients en psychiatrie sont soignés avec des médicaments psychotropes comme les antipsychotiques, les antidépresseurs, les thymorégulateurs, les anxiolytiques. Et ces médicaments, malheureusement, vous le savez, sont à l'origine de nombreux effets indésirables médicamenteux, comme le diabète, des troubles du rythme cardiaque ou de l'hyponatrémie, qui limitent considérablement l'adhésion du patient au suivi psychiatrique. Et donc, François Montastruc, issu d'une grande famille de pharmacologues toulousains, se propose d'étudier les effets indésirables de ces médicaments à l'aide donc d'une méthode de pharmacoépidémiologie, pharmacodynamie. Et donc il a déjà commencé ce projet et il va le poursuivre, devinez où, à l'université de McGill, dans le département d'épidémiologie clinique du Jewish General Hospital à Montréal. Voilà, l'idée c'est que cette étude va peut-être aider à améliorer les prescriptions des médecins et puis peut-être elle permettra à des chercheurs de développer de futurs médicaments. Bravo François et enchanté de vous connaître. Voilà. Un tout petit mot parce qu'on est très pressé, mais voilà. Donc merci à la Fondation pour ce prix. Et effectivement, donc moi je suis médecin pharmacologue, j'anime une consultation de psychopharmacologie au CHU de Toulouse. Et dans le cadre de ma recherche, donc j'essaye d'intégrer les données de mécanismes d'action aux données de pharmacoépidémiologie, c'est-à-dire les données d'utilisation des médicaments virels sur les bases de données qu'on a de plus en plus actuellement, et l'accès est de plus en plus facilité, d'assurance maladie, mais aussi des bases de pharmacovigilance. Et ça permet de mieux comprendre finalement les mécanismes sous-jacents à certains effets indésirables ou à certains effets des médicaments psychotropes. Voilà, je vous remercie. Merci François, merci. Et donc on va également remettre un autre prix à un autre jeune chercheur attribué au docteur Fabien Vinquier. Alors, le titre s'appelle « À la recherche d'un lien causal entre dysrégulation du milieu intérieur, fatigue et dépression, une évaluation neurocomputationnelle du traitement de la douleur interoceptive ». Est-ce que je me lance dans l'explication ? Écoutez, il va peut-être dire un petit mot. Tu sais peut-être le mieux placé. Tu remercies. Peut-être tu dis quelques mots. Tu veux que je dise quelques mots ? Comme vous voulez. Comme vous voulez. Alors, moi, j'ai marqué « Hypothèse dite du cerveau bayésien hiérarchique ». Tu vas travailler là-dessus. Et avec l'idée que le cerveau se décrit comme est perçu comme une hiérarchie de régions interconnectées qui, mises ensemble, permettraient de percevoir les états internes du corps. Et ce que j'ai compris, c'est que tu vas travailler sur le traitement cérébral d'un signal interoceptif particulièrement parlant, la douleur, et grâce à des techniques d'imagerie cérébrale et de modélisation mathématique, eh bien, tu vas arriver à essayer de faire ce lien entre la douleur, la survenue de la fatigue et la survenue de la dépression. Écoute, félicitations, tu vas partir à Zurich, bravo, et puis je te laisse dire deux mots. Pardon, voilà le prix. Merci.
Je vais effectivement dire 2 mots, juste remercier la Fondation, le jury, et surtout vous remercier d'être là aux côtés des psychiatres, des chercheurs et surtout des patients. Voilà. Merci à tous. Merci Fabrice, c'est très important. Merci d'être là, merci de soutenir la recherche. C'est grâce à vous qu'on va y arriver. On passe au prix de l'innovation et le prix de l'innovation est décerné à Jérôme Brunelin. Jérôme Brunelin est un chercheur lyonnais qui a été très apprécié puisqu'il a été nommé et qu'il a reçu ce prix. Jérôme est connu pour sa contribution au développement des techniques de stimulation cérébrale. Alors vous savez que les techniques de stimulation cérébrale se développent beaucoup et Jérôme a beaucoup développé la TDCS, Transcranial Direct Current Stimulation, ainsi que la RTMS. Et nous pensons que ces techniques peuvent représenter des alternatives aux médicaments. C'est faux, ce n'est pas des alternatives, des compléments de traitement aux traitements médicamenteux, aux approches psychothérapiques. Ces travaux à venir vont concerner l'étude des corrélats cognitifs et neurobiologiques des techniques de stimulation électrique cérébrale non invasive en psychiatrie. Bravo Jérôme, voici le prix, et puis les autres aussi ont eu droit à leur petit mot. Alors vas-y. Merci beaucoup. Je voulais remercier la Fondation aussi. Je veux remercier tous les gens à Lyon qui participent à ces études, en particulier les professeurs de psychiatrie Emmanuel Poulet, Mohamed Saoud et Thierry D'Amato. Je veux aussi rebondir encore sur ce qu'a dit Bruno tout à l'heure, que c'est vraiment important pour nous, puisque la recherche en psychiatrie, c'est quand même très dur d'avoir des financements. Donc merci beaucoup pour cet encouragement. Bravo Jérôme. Et puis nous avons aussi, le jury a souhaité délivrer un prix spécial de 10 000 € qui est délivré au docteur Véronique Loisel pour ses travaux réalisés sur les risques psychosociaux des agriculteurs en difficulté. Est-ce que Véronique Loisel est là? Oui, nous avons la chance de la voir. Alors, là aussi, l'objectif de l'étude qui a été lancée par Véronique Loisel en 2015 et son équipe à l'Université de Lille est d'identifier les mécanismes en présence chez les agriculteurs en difficulté et leurs familles et repérer les signes d'alerte de situations psychosociales à risque afin de proposer un accompagnement adapté et performant capable de prévenir l'aggravation du mal-être des agriculteurs. Cette demande nous avait déjà été faite l'an dernier. On n'a pas pu arriver à soutenir l'an dernier. Cette année, on est très très content de vous soutenir. Voilà, bravo. Et je fais la vie. Merci à la Fondation Deniker. Je suis vraiment très contente qu'un travail de prévention, de proximité soit reconnu aujourd'hui dans ces lieux. Et voilà, c'est quelque chose de vraiment important pour une population particulièrement à risque en santé mentale. Donc, merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant effectivement faire de l'innovation, nous aussi, puisque nous allons procéder à l'élection de la bourse Coup de cœur en vous faisant participer par une séance d'applaudimètres. Alors, la Fondation Deniker a sélectionné 5 bourses. Alors, il faut que vous leviez la main, ceux qui ont reçu la bourse. Donc, vous allez pouvoir maintenant vous exprimer, mais en temps imparti de 45 secondes chacun. Et donc, une bourse vous a été attribuée, donc ne vous en faites pas. C'est une bourse additionnelle, une bourse coup de cœur de 3 000 € qui sera décernée à celui qui recevra le plus de suffrages. Alors, il faut savoir que ce vote comporte 2 parties. Il y a une première partie qui s'est déroulée sur la page Facebook de la Fondation Deniker ces 10 derniers jours afin de sensibiliser les internautes à l'importance de la recherche en santé mentale. Il y a eu plus de 2000 votants ces derniers jours qui sont allés sur le site de la Fondation. Et donc, s'il vous plaît, si vous avez envie, n'hésitez pas à aller sur le site de la Fondation. Ça prouve que notre Fondation est en train de vivre, est dynamique, et nous avons besoin de vous. Et donc, le vainqueur, donc la deuxième partie du vote a lieu maintenant, et vous allez pouvoir choisir votre bourse préférée en applaudissant une fois que tous les candidats auront présenté leur projet en 45 secondes. Voilà, alors, êtes-vous prêts ?
Mesdames et messieurs, écoutez-les bien. Nous vous proposerons ensuite, une fois que tous les lauréats seront passés, de mesurer votre préférence à l'aide de l'applaudimètre. Donc j'appelle dans un premier temps Wayne Guillaume. Alors, est-ce que ça marche? Normalement, ça marche. Allô. Et nous y allons, César, pour 45 secondes. Wayne, c'est à vous. Alors, la douleur sociale. Vous savez, c'est cette expérience désagréable que nous connaissons tous, associée à une altération du sentiment du lien social ou de la valeur sociale dans les situations de rejet, d'exclusion, d'évaluation négative ou de perte. Et l'hypothèse de notre protocole de recherche de psychologie expérimentale est la suivante. Lorsque nous souffrons de troubles fonctionnels intestinaux, comme 10 à 15% de la population, plus notre capacité à identifier, verbaliser nos émotions, c'est-à-dire notre conscience émotionnelle va être limitée, altérée, plus nous allons attribuer cette expérience désagréable à une cause interne, physique, viscérale. Et c'est un problème, car cela conduit souvent à des stratégies d'adaptation inappropriées, peu efficaces, mais parfois coûteuses, qui nous chronicisent et nous font perdre de l'énergie, du temps et de l'espoir. Mieux comprendre, c'est mieux y faire face. Si vous voulez savoir comment nous allons tester cette hypothèse, je suis à votre disposition pour en parler toute la soirée et je vous remercie. Merci beaucoup. On n'applaudit pas, on applaudira après, si vous voulez, parce qu'on fait passer les 5 candidats d'emblée. Alors maintenant, autour de Farah, Odeb, sur l'étude Paris même, c'est à vous. Alors, le 13 novembre 2015 est une date qui est gravée dans nos esprits. Elle est avec des conséquences énormes. Alors, les conséquences qu'on a eues, c'est l'état de stress post-traumatique qui se manifeste toujours dans toutes les populations, notamment la population française. J'ai vu directement l'effet du blocage de la consolidation mnésique, qui est un traitement innovant sur un patient victime du Bataclan. Ce traitement a pu transformer cette mal-articulation qu'a la personne souffrante à une articulation, à une émotion qui a été partagée avec ses proches. L'étude Paris Même Remember a pour but de prouver que ce traitement va entraîner une réparation au niveau cérébral. Merci Farah. C'est tout. Je suis désolé, c'est un peu le... Je suis désolé, c'était un peu le jeu. Voilà, bravo, merci, mais n'applaudissez pas, vous applaudirez tout à l'heure. Indira Mendez-David, c'est à vous. Bonsoir à tous, avec un petit accent anglo-espagnol. C'est très curieux, je viens vous parler d'une piste thérapeutique dans l'anxiété. Et ce soir, je suis très, mais très anxieuse. Et pourtant, comme le disait André Marou, toute angoisse cherche une extase, et à défaut d'extase, une exaltation. Le fait de parler avec vous, devant vous ce soir, ça m'angoisse énormément. Et now, à mon projet. Notre étude... okay. Oh my God. Je pouvais aller vers la fin? On peut recommencer. Hein. Oui, je peux recommencer. Pardon. Non, mais finissez, enfin, dites ce que peut-être... Non, on ne va pas recommencer, parce que sinon on va recommencer pour tout le monde. Donc, Indira, deux mots. Oui. La seule chose que je vais vous dire est que dans notre laboratoire, on a découvert que la stimulation du récepteur 5HT4 est une... Oh my God, I can't believe it. Sorry. Que la stimulation du récepteur 5HT4 induce un Finissez en anglais. Et notre laboratoire nous essayons de trouver un circuit neuronal impliqué dans l'anxiété et la réponse thérapeutique. Et ce travail va nous permettre d'essayer de trouver des molécules pour aider à notre patient indiscret. Merci Indira. Mais, tout à l'heure, on va applaudir, Marco Pompili, à vous. Et bonsoir à tous et toutes. En fait, mon travail s'occupe d'étudier les phénomènes de rechute après thérapie chez les patients atteints de stress post-traumatique. Effectivement, cette pathologie elle est traitée avec des thérapies comportementales qui ont effet dans la clinique, mais qui après mènent presque 50% des rechutes ensuite. Du coup, nous visons
à étudier les mécanismes neurophysiologiques qui sous-entendent cette rechute. Et nous faisons cela à l'aide d'un modèle animal qui modélise justement la thérapie comportementale des patients. Et chez ces animaux, nous enregistrons avec des électrodes à haute densité beaucoup de neurones simultanés et nous manipulons les circuits neuronaux. Et merci. Voilà. Merci Marco, merci. Je suis désolé, c'est un petit peu le jeu, le principe du jeu. Et on va finir avec Maxime Tréhoux. Je vous remercie. À vous. Les bénéfices cliniques de l'activité physique sont désormais bien décrits chez les patients atteints de schizophrénie, puisque notamment ils peuvent entraîner une amélioration de la symptomatologie négative et des déficits cognitifs, mais également l'activité physique permettrait de réduire le risque cardiovasculaire global, classiquement beaucoup plus élevé chez nos patients atteints de schizophrénie. En revanche, je suis aussi en état de stress. Je passe à la suite. L'objectif de notre étude est donc d'évaluer l'impact de 16 semaines d'activité physique adaptée à distance chez les patients atteints de schizophrénie, mais également chez les témoins volontaires sains. L'objectif principal de notre étude est de démontrer que l'activité physique permet de stimuler la plasticité cérébrale en entraînant une augmentation de la volumétrie hippocampique. Et les objectifs secondaires seront d'évaluer l'impact de l'activité physique sur d'autres variables cérébrales en imagerie multimodale, mais également sur des dimensions biologiques, physiologiques, cliniques, cognitives et circadiennes. Merci beaucoup, merci. Bon, c'est un exercice un petit peu particulier et bon, j'espère que vous avez pu quand même comprendre les enjeux de ces projets de recherche. Et donc nous allons maintenant, si j'ai bien compris, nous allons applaudir. Et plus vous avez apprécié un projet, et plus vous applaudissez. Est-ce que c'est clair ? Ah oui, oui. J'imagine que oui, je ne sais même pas comment l'évaluation se fait. Donc, nous allons le faire. Alors, pour Wayne Guillaume, je vous rappelle son rôle sur le ressenti de la douleur physique et sociale dans les troubles intestinaux. Bravo. Merci beaucoup. Pour Farah Odeb, donc l'étude Paris même Remember. Merci. Pour Indira Mendes David, le rôle du cortex préfrontal médian et le rappel dorsal dans les effets anxiolytiques rapides. Pour Marco Pompili, l'étude du lien entre hippocampe et cortex préfrontal dans le contexte des mémoires traumatiques. Et enfin, pour Maxime Tréhoux, l'effet de l'activité physique chez des patients souffrant de troubles schizophréniques. Eh bien voilà. Donc merci à vous pour votre participation. Merci à vous parce que l'exercice n'est pas un exercice aisé, mais vous savez qu'en matière de recherche, il y a beaucoup d'exercices comme ça qui sont pas forcément faciles. Alors si j'ai bien compris maintenant, le 5 de cœur va venir vous chanter un petit intermède pendant que les comptes se font. Et donc, nous allons vous donner, dans quelques minutes, si j'ose dire, le nom du lauréat de ce coup de cœur additionnel. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci. Je profite, moi aussi, de ce tout petit moment qu'on me propose pour vous interpréter, que dis-je vous interpréter, vous régaler d'un florilège de chansons bretonnes. Allez!
para, colegiala, 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 niña, colegiala, colegiala, no seas tan coqueta, colegiala, ven, dime que sí. Everybody, colegiala, colegiala. Nada. También. Miguel, Sí. ¿puedo repetir la cuestión? Y bueno, entonces desde ahora está el momento de mi canción. La canción. ¿Eh? Oh, el momento, el momento. Miguel, Sí. sonos pretos. Miguel. La sua mustaccia. Pare. C'est la parisienne, leur petit nez, leur chapeau. On a chanté les madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. On prétend que les norvégiennes pillent d'or le Sancho. Et bien que les américaines soient les souveraines du monde nouveau, on oublie tout. Sous le beau ciel de Mexico, on devient fou au son des rythmes tropicaux. Mais attention! Aïe, 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 Miguel, aïe, aïe. Je fais ce que je peux. Laissez le désir qui vous entraîne et qu'on a cuidé les bateaux. C'est d'écouter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. 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 Et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Mexico, Mexico. 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 Mexico, Mexico. Bon. Eh bien, nous allons donc désigner le vainqueur qui vous a donné le plus de satisfaction. Et donc, le lauréat qui bénéficie donc d'un bonus de 3 000 € supplémentaires est Indira David. Bravo. Ah oui, bien sûr. Alors, il faut dire, le professeur David, tout à l'heure, m'a dit qu'il était
que Indira, en plus, a eu un autre prix, celui de prix américain de la NARSAD. Elle va nous expliquer ce que c'est que la NARSAD, mais en tout cas, félicitations, bravo. Un petit mot parce que vous n'avez pas pu terminer ce que vous disiez, alors là, on peut vous laisser peut-être 30 secondes. Oui, d'accord. Merci à tous. Désolée, j'ai changé de mot au début et il avait un blanc. Mais je voudrais dire que ok, c'est fini. J'ai gagné, pas de stress. Pardon, sorry. Je vous dire que dans la population mondiale, il y a plus de 7% de personnes qui sont anxieuses. Et pourtant, on a besoin d'aider les personnes avec des... Oh my God, je n'arrive pas. En anglais? What I wanted to say is that in our lab, what we're trying to do is we're working in the circuits in the brain. We are trying to work with system with the optogenetic to activate un niveau de circuit neuronal. My study, it was based on a thesis, and we found out the stimulation of the 5T4 receptor induce un effect rapid, como los ansiolíticos. So we are trying to find the new therapies to help Asian patients to feel better. I would like to thank everybody, but I also would like to thank all the guys that competed with me. Thank you very much, because you guys deserve it also. Thank you. En fait, ça permet de démontrer que la recherche, c'est en anglais. Alors, merci à tous. Merci pour votre présence. Merci à l'équipe de la Fondation, Frédéric Vadepied, Azadeh d'Auvergne, César Tranois et Odolé Laprune. Merci aux bénévoles. Merci aux hôtesses de France, Michel Tirouflet, à 5 de Cœur et à l'École militaire. Et nous serons très heureux de continuer à échanger autour d'un cocktail qui nous attend dans le pavillon Joffre. Alors, le pavillon Joffre, c'est juste à côté. Vous allez pouvoir suivre les indications. Et pour ceux qui ont peur d'affronter les pavés, il y a éventuellement une navette, mais c'est vraiment juste à côté. À tout de suite.